BFM Business, Good Morning Business, l'interview. Et à 8h16, c'est Philippe Varin, ancien président de France Industrie, ancien président de PSA, qui est avec moi ce matin. Bonjour. Bonjour Christophe. Vous êtes là sur ce plateau parce que vous avez été chargé par le gouvernement d'une mission très importante, c'est d'aider les industriels et toutes les filières à faire face aux pénuries de composants qu'il faut que les usines ferment. On a appris que l'usine, par exemple, de Patilly, Renault, n'ouvrira pas ce matin, que Renault fermera celle de Cléon en fin de semaine, que pareil pour Stellantis, qui a fermé en Italie son usine de Melfi. Pareil pour les Allemands, Mercedes, BMW, Audi, Volkswagen sont affectés. Parce qu'on savait qu'il y avait les semi-conducteurs. Maintenant, on apprend qu'il y a les fourreaux pour les câbles qui sont fabriqués en Ukraine. Il y a l'aluminium, palladium qui vient de Russie. Les vitres qui viennent d'Ukraine. C'est incroyable. Ça se surajoute, tous ces problèmes aujourd'hui. Alors effectivement, on est aujourd'hui confronté aux conséquences de la guerre en Ukraine. En réalité, on a à la fois des sujets structurels sur l'approvisionnement des métaux et puis des sujets beaucoup plus conjoncturels. Ouais. Alors peut-être un mot pour commencer sur les sujets structurels. Les sujets structurels, bon, j'ai effectivement cette mission qui m'a été confiée en septembre dernier, consistait à dire, voilà, qu'est-ce qu'il nous faut assurer pour les industriels en matière d'approvisionnement en métaux critiques. Ouais. Alors pourquoi ? Parce que on a décidé en Europe, avec Fit for 55, vous savez, c'est donc en 2030, on veut moins 55% d'émissions de CO2. Pour ça, il faut passer massivement aux véhicules électriques. Ouais. Le véhicule électrique, c'est des batteries. Les batteries, en termes de matériaux et métaux, c'est du nickel, du cobalt, du lithium en quantité, parce qu'au moins 70% des batteries sont lithium-ion. Et puis aussi pour les moteurs. Parce qu'il faut des aimants dans les moteurs, il faut 3-5 kg d'aimants par moteur, etc. Donc, il faut reconstruire une filière d'approvisionnement. Donc il faut, voilà, complètement, on part de rien sur ces sujets. Et l'Europe, pour ça, donc, a décidé en 2030 de faire 10 millions de voitures électriques, ouais. Ce qui veut dire, donc d'ailleurs 2 millions pour la France, mais ce qui veut dire, vous l'avez peut-être vu, mais des annonces de gigafactories, c'est les méga-usines pour faire des batteries. Il en faut, il y a 38 ont été annoncées. Il faudra approvisionner 1 million de tonnes de métaux critiques qu'on n'a pas aujourd'hui. Bon, il faut investir 110 milliards d'euros pour tout cela. Et donc, si nous regardons la situation, ce que je dis souvent, moi, c'est que le monde de demain, il va être pauvre en carbone, mais il va être très riche en métaux, parce qu'on y trouve les matériaux de la transition. Et donc, il faut quand même savoir qu'en termes de matériaux en général, vous et moi, nous extrayons directement ou indirectement de la planète une vingtaine de tonnes par an. Et que, par individu ? Oui, par individu. 20 tonnes. Oui. En matériaux, mais les métaux, c'est qu'une partie. Mais ça donne une idée de ce qu'on extrait de la planète. Et sur les 30 ans à venir, on va extraire de la planète autant que depuis le début de l'humanité. Bon, donc c'est ça la note d'ambiance, si vous voulez. Alors à l'intérieur de ça, les métaux critiques, c'est le lithium dont le volume de demande va être multiplié par 4 sur les 10 prochaines années. Le nickel par 3. On a vu comment les cours du nickel se sont envolés. Alors là, ils sont envolés. Après, ils redescendent, oui. Oui, non, parce qu'il y avait des ventes à découvert, mais enfin, néanmoins, le nickel, son prix a été multiplié par 2 en 5 ans, comme le cuivre d'ailleurs, dont le volume va être multiplié par 2 aussi. Puis il y a ce qu'on appelle les terres rares pour fabriquer des aimants. Volume sur les 10 prochaines années, fois 3 à 4. Bon. Donc la croissance va être explosive. En même moment, vous avez les tensions géopolitiques qui sont évidentes. Mais ce qui est important, c'est que sur le plan géopolitique, on sort d'un monde, disons, du carbone et de l'énergie fossile. C'était le triangle, si vous voulez, Russie, États-Unis et Arabie Saoudite. Vous savez que c'est pas fini, les hydrocarbures, malheureusement. Et ça va le GNL qui revient ça va durer quelques temps. Saudi Arabia qui dégage 111 milliards de bénéfices. Avec l'augmentation du... Bon. Quand même, pour revenir sur cette sécurisation de ces métaux indispensables à l'industrie de demain, comment on fait ? Comment on sécurise tout ça ? Alors, si vous voulez, pour ces chaînes d'approvisionnement, il y a 3 étapes importantes. La première, c'est qu'il faut sécuriser le matériau. Alors, l'Europe n'aura à terme que 30% de ces métaux venant du sol européen. Il y a la Norvège, éventuellement, il y a des choses... Suède, Finlande, mais il faut en importer 70%. Alors, comment on sécurise ces importations ? Alors, on ne peut pas être dépendant comme aujourd'hui on est du gaz. La sécurisation, pour moi, il est indispensable que nous ayons en Europe, un fonds d'investissement, parce que les investissements sont colossaux, pour pouvoir investir
en participation minoritaire dans des grandes mines, en Afrique, en Amérique latine, etc. Et on a des géants industriels, on a des Eramet par exemple, on a Eramet, qu'on ne soutient peut-être pas forcément assez. Mais ce fonds a une utilité, à la fois pour nos acteurs, mais aussi pour d'autres acteurs, pour sécuriser ces approvisionnements. Parce que le jour où il n'y a pas de matière, vous savez, les constructeurs aujourd'hui, ce qu'ils n'ont pas fait jusqu'à présent, parce qu'ils n'ont pas eu à le faire, ils vont sécuriser par des contrats à long terme l'approvisionnement de ces métaux. Mais le jour où il n'y a pas de matière, vous savez, le contrat, il vaut ce qu'il vaut. Ouais. Donc il est important d'avoir ce fonds d'investissement. Un lien capitalistique, quoi. Et un lien capitalistique. Il faut aussi une vraie diplomatie des métaux. Bon, donc ça, c'est le premier bloc, la sécurisation. Ensuite, entre la mine et la Gigafactory, il y a toute une chaîne de valeur ajoutée. Il faut la localiser. Ce n'est pas de la relocalisation, c'est de la localisation en France. Pour ça, moi, j'ai proposé qu'on utilise la plateforme de Dunkerque, parce qu'il y a 3 gigafactories, il y a Douai, Douvrin, et puis plus récemment Vercors qui s'est installé à Dunkerque. Bon. Et on a de l'énergie décarbonée, c'est très important, compétitive en France, avec le nucléaire. Et puis en plus à Dunkerque, il y aura un champ d'éoliennes offshore. Bon. 2, au point de vue logistique, c'est idéal. Mais bien sûr. 3, c'est un parc industriel qui est déjà très performant, et donc on n'a pas besoin de 6 ans pour avoir un permis. Donc il y a tout un ensemble qui est absolument, avec des équipes qui sont tout à fait dynamiques, pour les batteries. Et puis, d'ailleurs, pour les aimants, qu'il faut aussi faire, parce que, si vous voulez, la Chine, aujourd'hui, elle fait 90%, elle produit 90% des aimants mondiaux. C'est-à-dire que quand vous voyez en haut d'une éolienne, il y a 600 kilos d'aimants, pour une éolienne offshore, eh bien, il y a 5 à 6 fournisseurs, ils sont tous chinois. Donc, ce n'est pas tenable à terme. Et en même temps, d'ailleurs, la Chine, elle contrôle aujourd'hui 40 à 50% de toutes les chaînes de valeur batterie. Donc, c'est pour ça qu'il est important de sécuriser, de localiser. Donc, pour ça, l'État travaille avec les industriels pour que ce soit possible. Et 3, très important, il faut une réglementation qui va avec tout cela, avec un point très très fort. C'est-à-dire que, vous savez, en Europe, il y a ce qu'on appelle la taxonomie. C'est le classement. On classe les énergies de tous les investissements, s'ils sont verts ou pas verts. Voilà. Et plus c'est vert, mieux c'est financé. Voilà. Donc c'est moins cher, c'est financé. Eh bien, je vais peut-être vous apprendre quelque chose, mais les mines ne sont pas dans la taxonomie. Donc, une mine de nickel ou une mine de lithium. Ça coûte cher à financer. Parce qu'on emprunte cher. Oui, on n'a pas les investisseurs. Donc, il est important qu'on mette les mines dans la taxonomie, mais pour qu'on puisse le faire politiquement et pour l'opinion publique, il faut, je dirais, avoir une approche de la mine responsable, ce qui est très important. Et donc, cette mine responsable, il faut qu'il y ait un standard. Alors, ça concerne l'environnement, ça concerne l'éthique, ça concerne un certain nombre de choses. Ça n'existe pas aujourd'hui ? Les opérateurs industriels, dans le monde, il y en a qui travaillent selon des process qui sont très très proches, mais d'autres, notamment en Chine. Si vous voulez, lorsque vous avez une mine et que vous devez avoir un traitement hydrométallurgique, si l'exor chimique, vous le mettez dans la rivière, c'est pas la même chose que si vous en faites un bassin de rétention. Quand elle est à votre place, Christelle Bory, la patronne des Eramet. Parce qu'elle est certainement très proche de ces standards. Voilà, j'en suis sûr d'ailleurs. Donc voilà. Donc ça, c'est à faire au niveau européen. Donc il y a tout un travail sur les normes et sur la taxonomie au niveau européen. Alors ça, c'est le long terme. Voilà. C'est passionnant. Et alors le court terme, qu'est-ce qu'on fait là quand il nous montre des fourreaux de câbles électriques, de l'aluminium, du palladium, des vitres, parce que tout ça vient par exemple d'Ukraine ou de Russie? Alors, comme disent les Anglais, c'est plus le moment de pleurer sur le lait renversé. C'est-à-dire que là, on est dans la limitation de dommages dans un premier temps. Bon, la limitation de dommages, ça consiste à quoi? Ça consiste, d'abord à identifier tous les sujets. Alors, ces sujets-là sont liés à la fois aux sanctions, c'est-à-dire qu'il y a des personnalités russes qui sont donc sanctionnés. Donc on aura du mal à avoir leur approvisionnement parce qu'il y a un certain nombre d'oligarques dans l'industrie. Deux, il y a tous les problèmes logistiques, ils sont énormes. Attends, juste quand vous dites ça, vous dites quoi? Vous dites il faut savoir qu'en les sanctionnant, forcément, ça a des conséquences sur nos approvisionnements. Ah ben ça aura des conséquences, c'est évident. Mais on peut pas faire autrement. Non, on ne peut pas faire autrement. Mais donc il faut par contre réagir. Il faut assumer, réagir. Les problèmes logistiques, et puis aussi, il y a beaucoup de matériaux qui sont critiques, mais pas de manière forcément visible, justement, pour le constructeur. Parce que dans les fournisseurs, il y a les rangs 1, il y a les rangs 2, les rangs 3, les rangs 4. Et donc, il faut faire une cartographie rapide de tous ces risques. Donc ça, c'est la première chose à faire. Bon. La deuxième, c'est de prendre des mesures. Alors, ça concerne quoi? Ça concerne les métaux en grand volume, c'est-à-dire l'aluminium, les alliages ferro-alliages, etc. Aussi, pareil, Et ensuite, non, il y a des métaux plus critiques, en plus petit volume, c'est-à-dire
c'est-à-dire il y a le palladium et le platine, parce que je dirais la Russie, l'Ukraine, etc., c'est 40% du palladium mondial. Parce que le magnésium, notamment, vient de Russie. L'aluminium. Le magnésium, c'est plutôt la Chine. D'accord, ok. Ce coup-ci, c'est bon. Mais il y a l'aluminium qui vient de Russie et l'aluminium. Donc, il y a l'aluminium, les ferroalliages, etc., et aussi les matériaux carbonés. Vous avez peut-être vu que Michelin était obligé d'arrêter parce qu'il n'avait pas d'usine, il n'avait pas de noir de carbone. Deux, il y a les métaux critiques, type titane, très important le titane, pour l'aéronautique, parce que le titane, la Russie, l'Ukraine, c'est presque 30% de la production mondiale. mondiale. Concrètement, parce que là, les approvisionnements s'arrêtent. Alors, ils vont pas. Bon, d'abord, en partie. Ils s'arrêtent en partie, et il y a surtout beaucoup de perturbations logistiques. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? D'abord, s'assurer qu'on a suffisamment de stock. Il faut avoir un certain nombre de mois de stock chez nous, dans les constructeurs et chez les fournisseurs. Et puis, une fois qu'on a fait ça, je pense qu'il faut trouver les solutions alternatives. Alors, si vous voulez, mon avis aujourd'hui, c'est qu'il y a un vrai sujet titane. Puisque là, c'est un gros enjeu. Sur le palladium, le platine, etc., on devrait trouver des solutions. C'est pour les catalyseurs de pots de voiture. On va trouver des solutions. Le nickel, c'est 9% de la production mondiale, donc même si les prix montent, physiquement, on doit pouvoir s'en tirer. Alors, il y a le néon qui vient d'Ukraine. C'est un gaz rare qui sert pour les lasers qui font la gravure des composants électroniques. Bon, donc on a globalement, je dirais, beaucoup de solutions possibles. Ce qui est important, c'est d'anticiper. Et donc entre l'État et les industriels, il y a tout un travail commun qui est en cours. Et d'ailleurs, l'État, et je le dis parce que ça peut intéresser un certain nombre des spectateurs, c'est qu'il y a un appel à projet qui a été lancé. Vous savez, il y a un appel à projet qui a été lancé au moment de la remise de mon rapport sur les batteries et les aimants, et un autre a été lancé dans le cadre du plan de résilience. Donc s'il y a des idées... Appel à idées et appel à projet. Voilà.